Bonjour à tous. Donc, c'est ça, je m'appelle Anne Rapin, puis avec ma collègue Sophie Ouellette, on va vous présenter aujourd'hui les démarches de demande de mise en réserve naturelle et les actions de... Je parle plus fort? Et les actions de restauration des milieux naturels dans le haut bassin versant de la rivière Saint-Charles. Donc, je vais commencer par vous détailler quelques notions de conservation. Donc la conservation, en fait, ça englobe 3 pôles. Pour protéger un milieu naturel, en fait, la première chose qu'on va faire, c'est que, pour le conserver, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une action de protection. Pour ça, on a plusieurs outils à notre disposition. Donc, ce sont d'une part, par exemple, les changements de zonage, les servitudes de conservation ou l'acquisition. Une fois que ce milieu est protégé, on va pouvoir le restaurer si nécessaire. On pourra par exemple végétaliser le site. Et ça, donc, notre objectif, c'est de restaurer les fonctions écologiques qui sont perturbées pour, comme le disait Anne-Marie tout à l'heure, pouvoir maintenir les services écologiques qui sont fournis. Dans un dernier temps, en fonction du type de site qui sera visé, on pourra aussi envisager une utilisation durable, donc c'est-à-dire de la mise en valeur. Et là, on pourra donner accès à ces milieux aux citoyens. Donc, c'est un peu cette logique aujourd'hui de protection, restauration, mise en valeur qu'on va garder pour notre présentation. Et moi, je vais commencer donc à vous parler de la protection et plus particulièrement des aires protégées. Donc, il y a plusieurs intérêts à mettre en place un statut d'aire protégée pour conserver les milieux naturels. Le premier, c'est que ça va nous fournir une protection à perpétuité de ce milieu-là. Ensuite, au sein de ces milieux, l'urbanisation va être interdite et ça va nous permettre aussi de gérer les usages. Donc, il y a plusieurs grandes catégories de gestion d'aires protégées. Ça va nous donner un différent niveau de degré de conservation en fonction du type de catégorie. Les réserves naturelles sont un type d'aire protégée. Elles sont reconnues au regard de la loi de la conservation du patrimoine naturel depuis 2002. Donc, ça permet d'avoir des terrains privés qui sont mis en réserve naturelle. Ça nous donne donc un statut provincial et c'est donc une entente perpétuelle entre le ministère de l'Environnement et le propriétaire des terrains. L'objectif global des aires protégées, c'est bien sûr la conservation de la nature, ce qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de préserver les milieux naturels pour la préservation de la ressource en eau. Donc, tous les terrains ne peuvent pas être sujets au statut d'aire protégée et de réserve naturelle. Pour ça, il faut qu'ils répondent à plusieurs critères. Donc, on peut avoir des critères biologiques au niveau de la faune et de la flore. Ensuite, ça va dépendre du type de milieu naturel qui seront présents. Et on a d'autres critères comme la géologie, la géomorphologie ou la présence d'éléments paysagers. Donc, dès 2016, la ville de Québec a fait part de son intérêt de mettre en réserve naturelle certains des terrains dont elle est propriétaire. Elle a donc fourni un mandat en fait à Agiro pour faire une sélection parmi 240 propriétés, voir lesquelles pouvaient justement prétendre à ce statut. Donc, il y a eu une première analyse spatiale multicritère qui a été réalisée où on a pris en compte la présence ou non de zones inondables, la proximité avec les milieux hydriques, la valeur écologique des milieux forestiers, la présence ou non de sites de compensation, etc. Puis, pour chacune des propriétés, ça a donc permis de déterminer un potentiel de conservation. Donc, au final, ce sont 85 terrains qui ont été sélectionnés sur les 240 qui appartiennent à la ville de Québec. Donc, ce sont ceux qu'on voit en mauve sur la carte. Et c'est ça. Et ensuite, pour pouvoir en fait compléter la demande de mise en réserve naturelle, il faut être capable de fournir un certain nombre d'informations au ministère de l'Environnement. Donc, en 2018, il y a une caractérisation des terrains qui a été faite par Agiro, où là, ce sont des analyses géomatiques, mais aussi des caractérisations sur le terrain, qui ont permis d'apporter un portrait écologique et un portrait des perturbations anthropiques des sites visés. Donc, au total, ce sont 755 hectares de terrain qui sont concernés par cette demande de mise en réserve naturelle qui est actuellement en cours. Donc, les 85 terrains, parmi eux, il y en a 50 qui abritent un complexe de milieux humides à haute valeur écologique, 25 qui possèdent une forêt à haute valeur écologique et 5, comme on peut le voir, qui vont venir consolider le parc des Marais du Nord et les réserves naturelles qui sont déjà actées.
au niveau des perturbations anthropiques qui ont pu être observées, donc à l'époque, 15 d'entre elles, donc 15 des propriétés, ne possédaient pas de perturbations anthropiques, donc c'est un premier point positif. Par contre, il y en a une grosse partie qui présentait des traces d'appropriation citoyenne. Ça peut être soit de l'empiètement, on peut avoir aussi de la construction d'infrastructures comme des chalets. Il va y avoir aussi du développement de sentiers, etc. Et il peut y avoir des activités illicites comme de la coupe de bois ou de la chasse sur des propriétés donc privées. Ça a plusieurs impacts, comme par exemple la fragmentation et la destruction des milieux naturels, et ça peut aussi augmenter l'imperméabilisation du sol sur ces sites. Le deuxième type de perturbation qui était observé, c'était la présence de déchets donc, de toutes sortes, comme vous pouvez le voir sur les photos. Puis, un type de déchet aussi qui peut poser des problèmes, c'est la présence de déchets verts, qui sont donc des déchets végétaux, qui sont déposés par les citoyens et qui peuvent favoriser la dispersion de plantes exotiques envahissantes, dont les principales espèces qui ont été observées, ce sont la renouée du Japon et le nerf primbourdaine. Ça va engendrer, par exemple, de la baisse de la biodiversité. Ça peut aussi avoir un impact sur le taux d'érosion des bandes riveraines, etc. Donc, l'ensemble des informations qui ont été recueillies, ça a permis donc d'une part de compléter cette demande de mise en réserve naturelle, puis ça nous a permis à nous de hiérarchiser les propriétés entre elles pour ensuite être capable de planifier des travaux de restauration qu'on met en place sur ce terrain. Puis, je vais laisser la parole à Sophie qui va vous donner des exemples de travaux de restauration qui sont réalisés au sein d'Agiro. Bonjour. Donc, je vais poursuivre, c'est ça, avec plusieurs projets, programmes en vrac pour lesquels on a été responsable, puis qui sont certains encore en cours. Je vais commencer par les programmes de végétalisation des rives. En fait, on en a eu 3, dont un qui est toujours en cours. Ça ne fonctionne pas quand je pèse. C'est lui? C'est beau. OK, oui. Donc, dans le fond, les 3 programmes visent chacun des propriétés qui sont différentes. Le premier, c'est le programme qui est en cours dans le haut bassin versant de la rivière Saint-Charles, donc qui vise des propriétés privées résidentielles. Ensuite, le deuxième, il visait les propriétés riveraines qui appartenaient à la Ville de Québec. Donc, ça a été réalisé en 2010 et 2015. Puis, finalement, on a eu aussi un programme qui était réalisé à la tête du bassin versant de la rivière Lorette, en amont de l'ancienne Lorette, puis c'était sur 3 ans, de 2017 à 2019. L'objectif principal de ces 3 programmes-là était le même, c'était vraiment d'améliorer la qualité de l'eau à travers la préservation et la végétalisation des bandes riveraines. Donc là, c'est un aperçu de tous les résultats qu'on a obtenus pour chacun des programmes. Je vais attirer votre attention juste sur le total parce que le temps est limité. Donc, on a réussi à végétaliser 240 terrains au total, puis on a planté plus de 32 500 végétaux en bande riveraine. Des petites photos. Ça, c'est un terrain riverain qu'on a végétalisé l'année passée. En fait, le programme l'année passée était gratuit pour la première année. Donc, c'est ça, c'est un aperçu d'une plantation qu'on a fait. Ensuite, ce projet-là, la restauration d'un terrain près des 3 petits lacs, le territoire ciblé, c'est 2 propriétés qui ont été acquises par la Ville de Québec en 2020, qui est située aussi à Stoneham et Tewksbury, près du secteur des 3 petits lacs. Puis, l'objectif principal était de réduire les problématiques d'érosion et les sources de pollution. Donc, c'était 2 propriétés qui étaient situées en très forte pente, donc beaucoup de problèmes d'érosion. Dans les résultats qu'on a obtenus, on a retiré 15 tonnes de déchets. On a amélioré le drainage sur 4,5 km de sentiers. On a bloqué et végétalisé des sites qui étaient trop fréquentés. Puis, on a planté 835 végétaux et installé 29 panneaux de signalisation. Les photos des actions qu'on a réalisées, donc la corvée de nettoyage avec des déchets qu'on a exposés pour sensibiliser les gens, un panneau aussi de sensibilisation qu'on a installé sur les lieux. Puis dans le centre, c'est un des sites qu'on a bloqué et végétalisé. Ensuite, la restauration d'un ancien site d'enfouissement. C'est une propriété privée qui appartient à Matrec. Donc, c'est le fameux site, on en a entendu parler plus tôt aujourd'hui. Il appartient à Service Matrec Inc.
Donc, il fait partie du fameux bassin versant du fossé Bellevue. Donc, ça s'inscrit avec les autres actions qui ont été réalisées pour améliorer la qualité de l'eau dans le bassin versant. Puis, en fait, c'est un projet qui s'est réalisé en 2 phases. La première en 2015, puis celle-là, il y avait aussi un objectif de création d'habitat pour la bécasse d'Amérique. Donc, ça, c'est un aperçu des résultats qu'on a eus pour les 2 phases. Donc, les étapes sont souvent les mêmes. On fait une corvée de nettoyage, on plante des végétaux. On envoie aussi des lettres d'information pour que les citoyens soient bien informés des projets. On installe des panneaux de sensibilisation. Puis, souvent aussi, on publie des articles pour informer les citoyens. Puis, au total, ça fait 14 150 végétaux et 5,25 hectares restaurés pour ce projet-là. Un aperçu des actions. Donc, à gauche, c'est en 2015, il y avait eu un groupe de bénévoles de chez Stantec qui était venu nous aider. Et puis, à droite, c'est les travaux, puis au centre, c'est les travaux qui ont été réalisés l'année passée. Donc, on voit un des secteurs qui a été végétalisé, entre autres. Le fameux projet de lutte au réseau commun au lac Savard, qui est toujours en cours. Le territoire ciblé, c'est une propriété de la Ville de Québec qui est intégrée à la demande de mise en réserve naturelle. Qui est juste en périphérie, en fait, de la réserve naturelle des Marais du Nord, à Stoneham et Tewksbury. Donc, l'objectif principal de ce projet-là, c'était de préserver la biodiversité et l'intégrité du complexe de milieux humides qu'il y a dans le secteur. Donc, c'est 264 hectares de milieux humides qui sont situés près de cette colonie-là. Donc, c'est facile de comprendre pourquoi on voulait agir dans ce cas-là. Donc, là, la première phase a été réalisée en fait en 2019. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fauché la colonie. On a obtenu 150 sacs des gros sacs industriels là, remplis de biomasse. Ensuite, on a recouvert cette zone-là d'une toile imperméable sur environ 2000 mètres carrés. On a aussi planté des végétaux pour essayer de faire une barrière naturelle pour le futur puis prévenir les prochaines invasions. Puis, on a installé, comme d'habitude, on a fait des activités de sensibilisation, dont un panneau de sensibilisation. Ça, c'est des photos. En fait, la plus grosse photo parle d'elle-même. Là, on a une grosse problématique d'utilisation du secteur par les motoneigistes en hiver. Heureusement, les toiles n'ont pas été abîmées jusqu'à maintenant. Ben, on va les enlever cette année. En fait, les toiles, je ne l'ai pas dit, mais la deuxième phase du projet, on va la réaliser cette année. On va retirer les bâches puis on va restaurer le site. Donc, en haut à droite, c'est une des pousses qu'on a dû arracher pendant les 3 années de suivi qu'on a fait. Puis en bas à droite, c'est l'épreuve de force. Là, les toiles ont tenu pendant les périodes d'inondation, donc on était bien contents. Ensuite, la restauration et la mise en valeur d'une tourbière boisée. Ça, c'est une tourbière boisée qui est située à Loretteville. C'est près d'un terrain de golf, le club de golf de Lorette, à moins d'1 kilomètre de la prise d'eau de la Ville de Québec sur la rivière Saint-Charles. L'objectif principal, c'est de favoriser des usages en accord avec la vocation de conservation de la propriété. En fait, c'est un terrain qui est très, très, très fréquenté par les résidents du secteur, puis on veut encadrer un peu les usages. Donc, c'est un projet, en fait, qui est en cours en ce moment. On va réaliser les travaux cette année. On va faire des activités de sensibilisation comme on fait toujours. On va faire une corvée de nettoyage avec des bénévoles. On a des partenariats avec le club de golf de Lorette, puis le conseil de quartier de Loretteville. Puis, on va fermer et végétaliser des sentiers, baliser un seul sentier pour que tout le monde passe juste au même endroit. Ensuite, on va démanteler, on va remplacer des traverses d'eau désuètes. Puis, on va faire le contrôle de certaines colonies de plantes exotiques envahissantes qu'il y a dans ce secteur-là. C'est du nerf brun bourdaine qu'il y a beaucoup, puis il y a aussi du roseau commun. Donc, voilà la carte pour vous situer pour cette propriété-là. Puis, en haut à droite, on voit une des principales traverses de cours d'eau qu'il va falloir évidemment remplacer là, parce qu'elle n'est pas adéquate. Puis, en bas à droite, c'est un endroit où est-ce qu'il y a 2 sentiers parallèles, puis ça crée une grande zone dévégétalisée. C'est un bel exemple de ce que peut produire la surfréquentation d'un milieu naturel. Ensuite, je vais terminer ma partie en vous présentant un peu une liste des projets qui sont en planification. La première liste, c'est vraiment des projets qui sont sur des terrains qui découlent de la démarche qu'Anne a présentée, donc la demande de mise en réserve naturelle. Oui, donc on ne manquera pas de projets dans le futur. Puis on a aussi d'autres projets en parallèle qui sont en planification, entre autres avec la Caisse des Jardins de Charlesbourg, puis d'autres qui ne sont pas écrits non plus.
Ah, puis je voulais aussi mentionner le programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques qui donne de très belles opportunités de financement. Là. Ça va vous permettre de financer plusieurs de ces projets-là. Donc, je redonne la parole à Anne. Donc, c'est ça pour conclure. Je vous propose de faire le lien entre ce qu'on vient de présenter puis le plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels que Anne-Marie a présenté juste avant. Donc, comme elle le disait, le plan de gestion, c'est vraiment un outil de planification qui se veut être structurant ou au sein duquel, en fait, on a plusieurs stratégies qui ont elles-mêmes leur plan d'action. Puis les actions de conservation qu'on vous a présentées aujourd'hui, donc ce sont des actions déjà en cours et c'est donc une petite part du plan de gestion et de mise en valeur. Donc, les actions de conservation qu'on vient de vous présenter, en fait, on souhaite les poursuivre puisque notre objectif, c'est d'augmenter la superficie protégée du territoire ciblé. Pour ça, donc la première étape à franchir, ce sera d'identifier d'autres secteurs prioritaires pour la conservation. C'est un mandat qui va être réalisé par CNC. Après ça, quand on saura un peu plus vers quel secteur s'orienter, on pourra à nouveau recommencer un cycle d'acquisition de nouvelles propriétés. Puis, en fonction de la caractérisation des milieux naturels de ces propriétés, on décidera ou non de les mettre en réserve naturelle. Et on pourra également continuer donc sur ces terrains des actions de restauration de mise en valeur et surtout effectuer un suivi et une surveillance de ces propriétés. En parallèle de ça, donc Agiro poursuit ses actions de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. On voulait insister sur le fait que c'est sûr qu'on a présenté beaucoup de perturbations, mais il faut aussi garder en tête que les citoyens, ça peut être des très bons alliés en fait pour nous aider à protéger les milieux naturels. Pour ça, il faut continuer à leur donner accès à ces milieux pour qu'ils puissent se les approprier en fait de manière positive, puis surtout qu'ils aient envie de les protéger en y ayant accès. Voilà, merci de votre attention. Il y a des questions? En fait, bravo pour le travail. Je sais à quel point que c'est ardu. Quelle est l'adhésion sociale quand vous sortez les déchets puis que vous vous stoppez les VTT à passer sur les terrains, les gens qui se sentent brimés dans leur droit d'aller se promener dans la forêt, etc. C'est quoi un peu les réactions que vous avez de la part de la population et à quel point est-ce que les gens respectent les consignes? Ça dépend beaucoup des gens. Là. Il y en a qui sont très ouverts puis qui ont beaucoup à cœur la protection des milieux naturels. Puis surtout aujourd'hui, il y a un gros changement de mentalité qui s'opère, puis on le voit sur le terrain. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont moins ouvertes à la protection des milieux naturels. Puis c'est ceux-là qu'on a le plus de difficultés à aller chercher dans nos actions. Par contre, il faut continuer à essayer puis essayer de semer une graine pour qu'il y ait des changements ensuite qui s'opèrent. Mais oui, ça peut être difficile sur le terrain. Des fois, les gens peuvent avoir peur, être méfiants envers nous. Mais on essaie de leur démontrer que ce qu'on fait, ça va avoir des effets positifs sur leur milieu à eux. Donc, sur eux aussi. Puis, les milieux naturels, la fréquentation des milieux naturels a des impacts positifs sur la santé, entre autres. Donc, ça rejoint aussi les gens qu'on leur parle des impacts directs qu'ils ont sur eux. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK. C'est bon. Merci. Merci.